Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM, dans laquelle il sera question de préservation des sites remarquables. Alors, comment maintenir, protéger et développer la faune et la flore tout en tenant compte des exigences économiques, culturelles et sociales? Eh bien, le site qui est pris en exemple, c'est celui de la plage du Ricante, qui est classé site naturel sensible. Alors, comment et pourquoi? Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Emmanuel, vous veillez. Je veille, il ne se passe rien. Rappelez justement qu'on va sur la page Facebook de Viasté. On sera Viasté, là, vous laissez un post et puis on se fait le relais. Il y a un petit post correspondant, une petite photo. Un petit commentaire et on se fait le relais de votre question. Alors tout de suite, les explications avec nos experts. Les experts, c'est Vanina Castola. Bonjour Vanina et bienvenue. Vous êtes chef de service espace naturel sensible et espace rural. Donc en quoi consiste votre mission? Alors, les espaces naturels sensibles, déjà, il faut savoir que c'est une compétence du conseil départemental par la loi du 18 juillet 1985 qui confie donc au département la mise en œuvre d'une politique de protection, de gestion de ces espaces naturels. Il faut protéger la faune et la flore. Et vous êtes venu accompagné d'Olivier Agostini. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes garde et éco-éducateur. Tout à fait. En quoi consiste votre rôle? Alors j'ai des missions d'animateur pédagogique en lien donc avec les enseignants et qui visent à faire la promotion et l'éducation à l'environnement pour les scolaires et le grand public. Alors Emmanuel, évidemment, est avec nous. Et puis la semaine de la presse à l'école se poursuit sur le plateau d'INSEM. On a la seconde partie de la classe de 5e 1 du Collège des Padules. Bienvenue à tous. Classe qui est toujours accompagnée, donc elles sont cachées, elles sont là, de Félicia et de Christelle. Donc ce sont des élèves que vous connaissez bien, puisque vous les avez également cadrés sur le terrain. Tout à fait. Donc, sur le terrain, en amont, bien en amont, en classe, Michel Agostini. Il y a eu un travail préalable en classe, tout à fait, et où on a donné un peu les clés de la voiture. Ils sont allés très loin avec. Alors, si vous êtes avec nous, c'est pour nous parler de l'équation protéger, préserver et développer des espaces naturels sensibles, sans être, je cite, un frein au développement économique et social. Alors, est-ce que la clé, c'est classer un site comme sensible ou remarquable ? Ça peut être la clé, ça peut être la clé. Toute la chance que nous avons au niveau du territoire de la Corse du Sud, donc c'est avoir ces sites fabuleux, donc patrimoniaux, riches en faune et flore. Alors oui, les diverses protections environnementales qui existent, c'est Natura 2000, mais aussi les espaces naturels sensibles. C'était l'objet du service dans lequel travaille M. Agostini. Un espace naturel sensible, c'est quoi? Donc c'est un espace où il y a un patrimoine naturel, paysager, écologique, mais aussi esthétique à protéger, puisqu'on le juge vulnérable ou menacé. Alors par contre, ce sont des endroits qui sont à vocation à être ouverts au public. Ce n'est pas une mise sous cloche. C'est-à-dire que nous travaillons pour protéger donc, ces espèces patrimoniales, mais en accueillant donc, du public. C'est le cas donc, du reportage. C'est que tout le monde puisse en profiter. Tout à fait, tout à fait. Vous l'avez cité, bien entendu, les trois piliers, c'est le développement durable. C'est concilier le développement économique avec la protection de l'environnement et l'aspect social. Alors, vous parlez d'espaces naturels sensibles. On parle également du label Natura 2000. Alors, c'est quoi la différence? Alors, la différence... un site Natura 2000, c'est un site qui est classé par l'Europe, puisqu'on a trouvé sur ce site-là des espèces de plantes ou des espèces animales qui sont menacées d'extinction, qui sont inscrites sur des listes protégées au niveau mondial. Voilà, donc ça c'est un site Natura 2000. Après, un espace naturel sensible reprend en général les sites Natura 2000, mais un espace naturel sensible, ça peut être un site qui n'a pas forcément une plante ou une espèce à protéger. Ça peut être un site qui est menacé, peut-être un site culturel, architectural, qui, sous la pression, bénéficie du label espace naturel sensible, c'est-à-dire des moyens des départements, de la politique des départements. Puis un label européen qui s'affranchit des frontières pour protéger vraiment ces espaces remarquables. Tout à fait, tout à fait. Alors, pourquoi le site du Ricante est-il classé? Alors, on en revient donc à ces espèces protégées qui sont listées sur deux directives, la directive Habitat et la directive Oiseaux. On a la chance d'avoir une plante qui s'appelle la Linaire corse qui est protégée sur le Ricante. Et puis, on l'a vu dans le reportage des enfants, notre fameux escargot endémique, Tyrrhenaria serratina, qui fait que ça a suscité donc ce classement en zone Natura 2000. Voilà. Alors, vous parlez d'une plante aussi, c'est une petite plante toute jaune, qui passe inaperçue, hein, c'est sûr, mais qui est quand même très importante, puisqu'elle ne vit pas que sur le Ricante, contrairement à l'escargot, mais elle est très très peu répandue. Et donc, il est nécessaire de la protéger. Ah bah, elle est là. Non.
Non, pas ça c'est du Jeunet. C'est un Jeunet. Elle est dans le reportage. Elle est dans le reportage. D'accord. Alors, vous savez quoi, on vous l'a dit, c'est la semaine de la presse à l'école et on a demandé à la classe de 5e des Padules d'aller sur le terrain pour voir un peu ce que les gens savaient de ce site. Vous les avez encadrés ou pas Alors, cette pas fois-là? du tout. Et d'ailleurs, on leur a rien demandé. C'est eux qui ont absolument souhaité réaliser un micro-trottoir, exercice qui, à mon sens, est quand même super compliqué. Mais vous allez voir qu'ils s'en sont pas mal tirés du tout. Ah bon, regarde. Savez-vous qu'il existe une espèce d'escargot protégé? Non. J'en avais entendu parler déjà, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Une espèce d'escargot protégé. Alors écoutez, je peux peut-être vous répondre. Il y a l'escargot qu'on mange, normal. Et après, c'est l'escargot lequel? Le blanc alors, peut-être? Vaguement. J'en avais entendu parler, qui a pratiquement disparu d'ailleurs. Alors, il s'appelle l'Helixeratina et il vit qu'ici au Ricante. Et il est protégé par les gardes du littoral, donc qui font tout pour préserver sa survie. Oui, je l'ai découvert récemment grâce à des personnes qui se protègent le site, qui m'ont un petit peu expliqué et qui m'ont montré justement ce fameux escargot qui est différent des autres escargots. Oui, mais je connais pas le nom. Hein. Alors, il s'appelle l'Helixeratina et il ne vit qu'ici au Ricante. À votre avis, quelles consignes faut-il respecter pour préserver le site et son habitat? Eh bien déjà, ne pas salir. Ensuite, protéger un petit peu, éviter de marcher dans des endroits qui sont fermés. Déjà, on a interdit l'accès aux voitures. Donc, on ne peut pas circuler avec des véhicules. Et puis, on ne construit pas. Je pense que c'est ça. Ne pas marcher dessus l'herbe ou pour pas les piétiner. Tout le monde n'a pas Christelle ou Olivier sous la main. sous la main pour faire découvrir ce fameux escargot. Bon, à leur décharge, il est quand même un peu compliqué à voir, ce fameux escargot, Olivier. D'accord, parce que la problématique, c'est qu'il ne sort que quand il fait nuit et par temps humide. Voilà. Donc, oui, ça simplifie pas les choses. Voilà. Pour avoir un peu de notoriété, c'est compliqué. Du coup, sensibiliser le grand public, c'est quand même l'une de vos missions principales. Tout à fait. Donc en lien justement avec l'Éducation nationale, on propose nos services et on essaie de se cadrer par rapport au programme scolaire en abordant justement des volets thématiques. Donc il y a le volet justement faune-flore, donc là pour le Ricante ça s'y prête avec l'escargot. Et il y a aussi d'autres thématiques telles que le volet patrimoine-histoire où on relate un peu l'histoire des tours génoises sur les sites du Conservatoire du Littoral. Voilà. Alors les filles, vous avez un micro à la main. Avant que Christelle, votre professeure de SVT, vous fasse découvrir le fameux escargot du Ricante, est-ce que vous le connaissiez ? Non ? Non. Personne n'en avait jamais entendu parler. Heureusement que vous êtes là pour le faire un petit peu connaître. On va reprendre l'exemple encore du Ricante, qui est quand même une promenade extrêmement prisée. Il y a l'aéroport qui est juste à côté. Vous avez également j'allais dire l'afflux estival avec la plage. Comment est-ce qu'on fait du coup pour protéger un espace qui est extrêmement fréquenté ? Donc justement, l'espace a été aménagé, donc il y a pas mal de zones qui sont fermées, donc pour éviter justement le piétinement. Ah, du coup, on ne peut pas y aller ? Si, il y a des zones, enfin, dans ces zones-là, dans ces zones-là, on peut pas. Voilà, il y a des zones qui sont aménagées pour la promenade et d'autres justement où il est interdit de pénétrer. D'accord. Et alors, si malgré tout, on s'aventure sur la zone balisée, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, bon, si vous voulez, on considère qu'il vaut mieux sensibiliser les personnes. Donc on leur explique gentiment pourquoi et comment l'impact que peut avoir justement les intrusions dans ces zones fermées. On promène son chien, le chien s'en va. Bon, théoriquement, le site est fermé et clos. Voilà, les espaces sont vraiment normalement bien délimités, mais il y a beaucoup de casses. On a pu constater qu'il y a beaucoup de casses. Il y a beaucoup d'incivisme. Voilà. Et puis, pour compléter le propos de mon collègue, ça peut aller jusqu'au PV, puisque les gardes du littoral ont cette particularité, cette compétence particulière, qui sont commissionnés et assermentés. Donc, ils sont là pour éduquer, puisque ce sont les gardiens. Le garde, c'est le gardien de la maison. C'est le garde, il est là tout le temps. Et donc il reçoit le public, il informe le public, mais aussi il sensibilise. Et puis, comme le disait si bien Olivier,
autant que faire se peut. Donc on essaie d'éduquer. On est encore dans, que ce soit les jeunes générations ou les plus vieux, je dirais, hein, les passants et les usagers du site. Voilà, c'est toujours. Alors on ne va pas jusqu'au PV si on n'a pas besoin de le faire, mais on peut le faire. Bon, ça n'est jamais arrivé? Non. Vous êtes combien d'ailleurs sur le site du RICANT? Alors l'équipe est scindée en deux. Alors il y a 10 personnes sur Ajaccio et spécifiquement au RICANT, il y a une équipe de 6 personnes. C'est-à-dire qu'une présence continue, vous l'avez bien dit. C'est un site qui est super fréquenté, hyper fréquenté. On a compté la saison estivale, on a 1000 personnes par jour sur la saison estivale. D'où l'intérêt quand même d'encadrer ce flux de personnes. Tout à fait, on est obligé d'avoir toujours le libre accès au rivage, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est le principe. Hein. On ne cloisonne pas, on protège certains endroits parce qu'on est tenu de le faire, mais c'est pas une interdiction, c'est la nature et c'est pour tout le monde. Alors, c'est un site qui est en bord de mer. Du coup, quelle est la différence avec l'action du Conservatoire du Littoral? Alors, le Conservatoire du Littoral, pour le cas de RICANT, c'est donc le propriétaire du site. Et donc, l'action du Conservatoire du Littoral est un peu différente de la nôtre, puisque lui, en fait, c'est un opérateur foncier. Il achète des terrains. Voilà. Et nous, les départements, donc, nous sommes les gestionnaires. C'est-à-dire qu'une fois que les terrains ont été achetés, avec aussi l'aide du département, puisque nous mettons en place des zones de préemption au profit du conservatoire. Donc, une fois qu'il a acheté, le propriétaire, nous sommes les gestionnaires, donc nous gérons avec les agents. Oui, une vraie transversalité entre les deux. Alors, j'ai envie de vous parler d'une légende urbaine. Il était question qu'il y ait des pistes cyclables ou une promenade qui relierait le RICANT à la tour de Capitelle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est d'actualité ce projet? Alors, légende ou pas, moi je peux dire ce que je connais du projet. Alors, il y a un projet effectivement qui existe, qui est de relier de façon piétonne le site du RICANT à la tour de Capitelle qui se trouve être propriété du département. Donc, ça facilite aussi les choses. Ça fait partie aussi d'une fiche action Natura 2000, puisqu'on en parlait aussi tout à l'heure, qui existe. Donc, il y a donc un projet qui est en cours et qui, j'espère, va aboutir. Il y a une volonté, en tout cas. Tout à fait. Les services travaillent dans ce sens. Donc ce serait quand même un site exceptionnel. Alors un dernier mot, on a 20 secondes pour conclure l'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vont se promener là-bas? Qui n'hésitent pas à nous interpeller, nous solliciter, on peut répondre à l'ensemble des questions qui peuvent se poser. Mais on reste respectueux, quoi qu'il en soit. C'est la grande consigne. En tout cas, je vous remercie d'être venu sur le plateau. Une fois de plus, je vous félicite, vraiment bravo pour votre travail et merci d'avoir contribué à enrichir l'émission. Merci Emmanuel de m'avoir accompagné tout au long de l'émission. Demain, on va parler d'autre chose. On va recevoir Jean-Marie Marcage, notre expert emploi, pour parler de recrutement et compétences. Évidemment, ce soir, n'oubliez pas votre rendez-vous avec Philippe Martinet pour Pendant le 20h. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Ciao.